Avez-vous déjà imaginé la pensée comme un algorithme, une sorte de machine super précise qui, si on entre les bonnes instructions, produit inévitablement le bon résultat? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet algorithme de base, le syllogisme. Voici notre plan de match. On va commencer par les origines avec Aristote, puis on va aller voir de quoi est faite la structure d'acier d'un syllogisme. Ensuite, on va explorer ses règles, la différence super importante entre la vérité et la validité, puis on va finir avec une critique qui vient un peu brasser la cabane. Bon, on commence par les débuts. Première section, l'héritage d'Aristote. C'est vraiment là que tout a pris forme, là où la logique est devenue une discipline. Alors, tout part de lui, Aristote. C'est le premier qui a vraiment essayé de mettre de l'ordre dans la façon dont on raisonne. Dans son grand ouvrage, L'Organon, il a défini le syllogisme. En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est un discours où, quand on pose certaines affirmations, une autre conclusion en découle nécessairement. C'est pas une opinion, c'est une conséquence obligée. C'est la naissance de la déduction formelle. OK, mais ça sert à quoi concrètement? Premièrement, à formaliser nos idées, à les rendre claires comme des équations mathématiques. Deuxièmement, et ça c'est super pertinent aujourd'hui, ça sert à l'autodéfense intellectuelle. Comprendre le syllogisme, c'est un peu comme développer un détecteur de mensonges pour repérer les failles dans un discours politique ou une pub. Puis finalement, l'objectif, c'est la nécessité. Créer un lien en béton incassable entre les prémices et la conclusion. Maintenant qu'on sait d'où ça vient, regardons comment c'est bâti. Section 2, la structure d'acier. On va vraiment décortiquer les morceaux d'un argument parfait. Bon, nous voilà au cœur de la machine. Regardons l'exemple classique que tout le monde connaît. On a la prémisse majeure, qui est une règle universelle, tous les hommes sont mortels. C'est notre grande vérité de départ. Ensuite, la prémisse mineure, qui applique cette règle à un cas bien précis, Socrate est un homme, et la conclusion, elle tombe toute seule, c'est le résultat nécessaire. Donc, Socrate est mortel. C'est cette mécanique en 3 temps qui est si puissante. Pour que ça marche, il y a 3 acteurs, 3 termes. Le petit terme, c'est le sujet de la fin. Ici, c'est Socrate. Le grand terme, c'est ce qu'on dit de lui, l'attribut, mortel. Mais le plus important, la vraie vedette, c'est le moyen terme, homme. C'est le pivot, le connecteur qui lie les 2 premières phrases. Et le point crucial, c'est qu'il doit absolument disparaître dans la conclusion pour que la magie opère. Mais avoir une belle structure, ça ne suffit pas. Pour que ça tienne la route, il faut suivre des règles très précises. Bienvenue dans la 3e section, les règles fondamentales. Alors, on peut se poser la question, pourquoi certains raisonnements qui ont l'air de syllogisme, finalement, ne marchent pas? Pourquoi ils cassent? C'est tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les règles du jeu. Et ces règles-là, elles ne sont pas négociables. D'abord, du côté des termes, un syllogisme doit avoir 3 termes, et seulement 3. Si on utilise un mot avec 2 sens différents, on crée un 4e terme fantôme et, pouf, tout s'écroule. Ensuite, pour les propositions, on ne peut jamais rien conclure à partir de 2 affirmations négatives. Et la conclusion va toujours suivre le maillon le plus faible. Ça veut dire que si une des prémices est négative, la conclusion le sera aussi. OK, on a la structure, on a les règles, on pourrait penser qu'on a tout ce qu'il faut. Mais c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Section 4, vérité contre validité. C'est le point le plus important à comprendre. La validité, c'est une question de plomberie interne, de structure. Est-ce que l'algorithme est bien construit? Est-ce que la conclusion découle logiquement des prémices? La vérité, elle, c'est autre chose. Ça concerne le monde réel. Est-ce que nos affirmations de départ sont factuellement exactes? On peut avoir un argument valide, mais complètement faux. Et ça, c'est l'exemple parfait pour comprendre. Tous les chats sont des dragons, Socrate est un chat, donc Socrate est un dragon. Ce raisonnement est logiquement valide. La structure est impeccable, ça suit les règles, mais on s'entend, c'est complètement faux parce que la première affirmation est absurde. C'est l'exemple parfait d'un argument qui est nickel dans la forme, mais totalement à côté de la plaque sur le fond. Juste pour vous donner une idée à quel point la logique est stricte. Sur 256 combinaisons théoriques possibles pour faire un syllogisme, il y en a seulement 19 qui sont considérées comme universellement valides. C'est tout. C'est un club très sélect. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que même parmi ces 19 modes valides, il y a une hiérarchie. Au Moyen Âge, des logiciens leur ont même donné des petits noms. Le mode Barbara, qui est notre exemple avec Socrate, est vu comme le plus parfait, le plus évident. D'autres, comme Célarente ou Dari, sont tout aussi valides, mais leur évidence est un peu moins directe, disons. On a vu la puissance et la précision de cette belle machine intellectuelle, mais est-ce que c'est vraiment l'outil parfait? C'est la question qu'on aborde dans notre 5e et dernière section, la critique de Mill. Au 19e siècle, le philosophe John Stuart Mill a lancé une critique assez dévastatrice.
Pour lui, le syllogisme, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. Autrement dit, c'est un raisonnement qui tourne en rond. Son argument est simple. Pour pouvoir affirmer avec une certitude absolue que tous les hommes sont mortels, il faudrait déjà avoir vérifié le cas de chaque homme, y compris Socrate. Donc, la conclusion serait déjà incluse dans la prémisse. On n'apprendrait rien de neuf. La question reste donc posée. Est-ce que le syllogisme nous aide à découvrir de nouvelles vérités ou est-ce qu'il sert juste à mieux organiser ce qu'on sait déjà? La critique de Mill nous laisse avec cette réflexion. Mais une chose est sûre, comprendre cette structure, c'est commencer à voir l'architecture invisible qui se cache derrière nos propres arguments et ceux des autres. Et ça, c'est le premier pas pour vraiment maîtriser sa pensée.